maintenant laisser la parole à Charles Taïeb de la société EMA, avec qui l'association vient de réaliser un sondage ces toutes dernières semaines auprès de ses adhérents concernés par l'épidermolyse bulleuse. Charles va nous présenter les premiers résultats de cette étude réalisée avec le soutien institutionnel du laboratoire Amryt Pharma et qui a pour objectif de mieux évaluer le fardeau, le reste à charge et les difficultés auxquelles les familles sont confrontées. Je vais essayer d'être le plus concis possible, sachant que je suis complètement transparent avec vous. Évidemment, je ne suis pas un familier de la maladie et un connaisseur de la maladie comme sont les personnes qui assistent à cette réunion. Et moi, mon travail, pour chacune des maladies auxquelles je m'intéresse, c'est d'essayer de mettre en place des évaluations afin de décrire le fardeau de la maladie, d'évaluer le reste à charge, de restituer le quotidien, de faire ce qu'on appelle aujourd'hui dans les dossiers du patient centricity, c'est-à-dire on s'intéresse à la charge pour le patient parce que ces informations sont importantes pour vous, bien sûr, mais sont importantes également pour les autorités quand on construit des dossiers d'argumentation pour des prises en charge et pour améliorer la prise en charge. Donc, on avait un questionnaire qui a été construit avec l'association des bras et en particulier avec Angélique, évidemment, avec laquelle on a passé plusieurs après-midi pour essayer de le construire parce que plusieurs après-midi, j'ai dit, j'ai mis un S au pluriel. Hein. Ça a été même à un moment donné ça a été compliqué parce que c'est pas facile de construire un questionnaire. Heureusement, et merci, un grand merci à toi, Angélique, parce que tu nous as vraiment été d'un grand secours. Et puis, il fallait évidemment, je vous dis, moi, je connais pas la maladie, donc il faut évidemment bien connaître le quotidien pour pouvoir poser les bonnes questions. Ensuite, le questionnaire a été testé auprès de quelques familles et en gros, il a été validé. C'est un questionnaire que nous avons construit pour les parents dans un premier temps, sous forme digitale, anonyme. C'est important de dire ça parce que ça veut dire que nous n'avons pas interrogé directement les patients souffrant de maladie. Donc, on n'avait pas, c'est plus considéré comme une enquête, une évaluation. C'est pour ça qu'on n'a pas demandé un CPP pour ça, parce que si on avait interrogé les gens concernés, on aurait été obligé. Donc, ce questionnaire était composé de questionnaires validés. C'est important quand on va publier, quand on va argumenter, d'avoir des questionnaires reconnus, ce qu'on appelle des PRO, des questionnaires reconnus, validés et qui font référence, et puis des questions de façon plus générale. L'objectif, c'était donc, je vous disais tout à l'heure, mais parce que en général, c'est ce qu'on fait, de décrire le fardeau de la maladie, d'évaluer le reste à charge, de restituer le vécu au quotidien. Et pour être complètement transparent avec tout le monde, on a reçu un soutien institutionnel d'Amryt, que je remercie et qui nous a permis de mettre en place cette étude, de construire le questionnaire, de faire les analyses statistiques et de nous aider à faire la publication. Bien évidemment, le laboratoire ne s'est pas mêlé du questionnaire lui-même et c'est pour ça qu'on parle d'un soutien institutionnel. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, et c'est très important de le dire, je sais que chacun y tient, c'est que ce que je vais vous présenter là aujourd'hui ne représente que 15% des données. Quand je vous disais que le questionnaire a été compliqué à construire, dites-vous bien, nous avions 358 questions au total. Donc, vous imaginez bien que c'est un questionnaire qui est long. Je remercie les familles d'ailleurs, et on peut, Angélique, remercier les familles qui ont accepté de répondre à ce questionnaire parce que très honnêtement, il y en avait facilement pour entre 30 minutes et presque une heure en fonction de l'histoire de chacune, parce que vous imaginez bien qu'il y avait toute une série de questions. Quand je dis 358 questions, tout le monde ne répondait pas à 358 questions parce qu'il y a des questions conditionnelles. Évidemment, s'il y avait eu une hospitalisation, il y avait 5-6 questions liées à l'hospitalisation. S'il n'y avait pas eu d'hospitalisation, eh ben, on zappait les 5-6 questions qui étaient liées à l'hospitalisation. Donc, mais en gros, il y avait entre 30 et 50 minutes à passer. Et donc, c'est vraiment un grand merci à toutes les familles. On a eu au total et donc, je vous disais, les résultats que je vous présente ne représentent à peu près que 15 à 17% des données dont nous disposons. Et ce qu'il faut savoir, et ça encore, vous allez comprendre pourquoi, les dernières personnes ayant répondu au questionnaire ont répondu au questionnaire le 13 novembre. Donc, vous voyez, on avait très peu de temps, mais on avait fait ce pari avec Angélique, que j'espère qu'on a réussi à avoir des données à partager avec vous aujourd'hui. Donc, 62 parents ont répondu au questionnaire, évidemment un questionnaire très long, et on a retenu pour le moment que les patients qu'on a considérés, que les répondeurs qu'on a considérés comme évaluables, c'est-à-dire ceux qui ont répondu à l'intégralité du questionnaire. Ça, c'est important parce que ça nous permet d'avoir quelque part une qualité des données. Tous les questionnaires qu'on a retenus, la totalité ont répondu.
74% des répondeurs étaient les mamans, 26% les papas. Et quand on s'intéresse au sexe de l'enfant concerné, 64% de filles, 36% de garçons. 86% déclarent qu'aucun proche de l'enfant n'est concerné par le B et 95% déclarent que l'enfant ne souffre d'aucune autre pathologie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y avait aucun objectif, parce qu'on ne pouvait pas, de toute façon, ça serait complètement ridicule de dire le contraire, on n'a pas d'objectif de représentativité. C'est un cliché, c'est une photographie d'un échantillon répondeur. Mais c'est comme ça pour toutes les études que l'on met en place, hein, que ce soit la dermatite atopique ou une maladie rare. Donc, c'est exactement la même. La seule différence, c'est le nombre de répondants qui, évidemment, n'est pas le même quand la maladie n'est pas rare. On avait demandé le type de l'épidermolyse, vous voyez, 26% épidermolyse bulleuse simple, 69% dystrophique et moins de 5% jonctionnelle, mais ça, je pense que ça correspond peut-être à la réalité. 85% des cas, la maladie était généralisée et elle avait été considérée comme sévère dans 43% des cas. Là, vous voyez, on a une manifestation, les manifestations et complications associées. Je vous avais mis le groupe global. Et on voit évidemment que les manifestations et complications associées ne sont pas tout à fait les mêmes lorsque la maladie est considérée comme légère ou modérée. Alors, on demandait aux parents, évidemment, comme on n'avait pas l'information du médecin, on demandait aux parents, selon ce que le médecin vous a dit, selon ce que votre professionnel de santé vous a dit, est-ce que la maladie est légère ou modérée? Mais je pense que, de toute façon, les parents savent si la maladie est légère ou modérée ou sévère. Donc, on a regroupé légère, modérée et sévère pour avoir deux groupes un peu comparables en termes de taille d'échantillon. Et vous voyez qu'évidemment, les complications ne sont pas tout à fait les mêmes, mais ça, je pense que vous y êtes largement familier. Ce qui était intéressant, c'est que le diagnostic, 67% déclarent avoir eu un diagnostic par biopsie cutanée, 38% par analyse moléculaire et 14%, en réalité, mais ça fait partie, ça reprend ont eu à la fois une biopsie cutanée et une analyse moléculaire. Le délai moyen pour obtenir le résultat de cette biopsie moléculaire était de 18 mois en moyenne. Et ce qui est quand même, alors évidemment, on a des écarts parce que ce n'est pas la médiane, hein, c'est la moyenne. Il y en a qui, assez de façon étonnante, enfin, moi j'ai été étonné parce que je ne pensais pas que ça pouvait être aussi rapide, nous ont déclaré un résultat en 1 mois, donc ce qui fait que la moyenne est à 18 mois. Mais ce qu'il faut voir, c'est que 75% ont attendu 1 an ou plus d'1 an. Voilà, donc ça, je pense que c'était important de le dire. Et quand même aussi, ce qui me paraît énorme, puisque plus d'un sur 4, 26%, déclarent que les informations reçues à l'occasion du rendu diagnostic n'ont pas été claires. Donc, il y a sans doute quelque chose à améliorer. Si on s'intéresse à la MDPH, alors vous allez voir, c'est très découpé parce que je voulais vous dire un maximum de choses et puis après, dans les publications et à la suite, on aura beaucoup plus de détails. 93% déclarent avoir déposé un dossier à la MDPH, 78% dans l'année qui a suivi le diagnostic, 48% ont une réponse partiellement positive et pour 33%, le taux d'invalidité est supérieur à 80%. Quand on regarde le niveau de satisfaction de l'évaluation de la situation effectuée par la MDPH, c'était une échelle de 0 à 10, vous voyez que la moyenne est à 5,63. On ne peut pas dire que c'est fabuleux, hein. Une moyenne pratiquement à 5 et quelques, ce n'est pas une moyenne extraordinaire. Mais quand on s'intéresse et qu'on fait une analyse un peu plus fine, on s'aperçoit qu'en réalité, évidemment, le niveau de satisfaction de la MDPH, si on peut dire, est lié au résultat, puisqu'il est à 5,76 si le taux obtenu est supérieur à 80% et à 4,90 s'il est inférieur à 80%. Mais la satisfaction est à 7 si le délai de réponse est inférieur à 3 mois et il est à 4 sur 10 si le délai est supérieur à 12 mois. Donc, on voit qu'il y a toute une série d'éléments qui viennent corroborer ou qui viennent construire le niveau de satisfaction ou de non-satisfaction de la MDPH. Et je pense que, en réalité, sans pouvoir me mêler, mais je pense que c'est les familles qui répondront le mieux, hein, c'est très lié à la façon dont répond la MDPH, à la rapidité dont ils répondent et à la réponse qu'ils donnent. En tout cas, ce qui est important, c'est que 62%, c'est quand même les 2/3 des familles qui ont répondu, déclarent avoir le sentiment de ne pas connaître les aides et les prestations auxquelles elles ont droit, ce qui veut dire sans doute que le rôle de l'assistance sociale
je ne sais pas s'il y en a dans tous les services, parce qu'on sait que c'est une denrée qui est, enfin, une profession qui est relativement rare dans les services, mais en tout cas, quand elle est présente, elle n'est peut-être pas suffisamment présente parce qu'il y a toujours ce déficit en termes de temps disponible. Mais en tout cas, 62% déclarent avoir le sentiment de mal connaître les aides. Je pense que c'est un chiffre qu'il faut méditer. Il y a sûrement quelque chose à améliorer. Au niveau des soins, 74%, les 2/3 déclarent des soins quotidiens. Et vous voyez que pratiquement la moitié ont des soins qui durent plus d'1 heure, entre 1 et 2 heures ou plus de 2 heures. Plus de 2 heures pour 13%, mais en tout cas, 48%, plus de 2 heures. Les soins sont effectués à 95% par la maman. Dans 81% des cas, le papa aide. Nous avons une infirmière dans 19% et les grands-parents dans également 19%. Mais il n'y a que 19%, c'est-à-dire 15 sur 5, qui déclarent avoir recours à une infirmière. Alors, quand on regarde un peu plus les infirmières, c'était 19% à un moment donné, 53% déclarent avoir bénéficié d'une infirmière à un moment ou un autre. Donc ça, c'est évidemment, mais ça s'est arrêté. Je crois que la notion d'infirmière est quand même très importante puisque quand on leur demandait qu'est-ce qu'avait apporté l'infirmière, dans 54% nous disent qu'ils ont aidé, ils aident à évaluer l'état cutané. Dans 50% des cas, ils dépistent une éventuelle complication. Dans 45%, ça permet de libérer du temps. Et puis dans 40%, et je crois que dans 41%, et je crois que c'est vraiment important parce que c'est une notion qui est, je pense, fondamentale quand on regarde le rôle du parent soignant, c'est prévenir l'épuisement. Donc il y a vraiment, il y a certains parents qui sont au bord de l'épuisement. 81%, je vous disais, ne bénéficient pas actuellement de l'aide d'une infirmière. Et quand on demande pourquoi, c'est évidemment, mais vous le savez mieux que moi, c'est le coût de la prise en charge, le manque d'infirmières volontaires ou disponibles et le manque de compétences adaptées aux personnes avec EB. On a eu des commentaires là-dessus, c'est la question où on a eu le plus de commentaires libres. Les commentaires disent également l'enfant doit s'adapter aux horaires des infirmiers et non l'inverse, c'est ce qui est compliqué, donc évidemment c'est assez compliqué. On a quand même des gens qui nous disent que les infirmières qui arrivent ne savent pas faire les soins, qu'ils ne connaissent pas la maladie et dans certains cas que l'expérience ne s'est pas bien passée. Alors, 33% considèrent la prise en charge médicale comme insuffisante. C'est un chiffre, moi, qui me paraît énorme, sans connaître les choses, ça me paraît énorme. Dans 71% de ceux qu'on a interrogés qui considéraient la prise en charge comme insuffisante, dans 71% des cas, c'est un manque de compétences. Dans 50% des cas, c'est un manque de ressources disponibles. Et puis, on a aussi des commentaires où on observe un manque de coordination des soins. Et c'est les parents qui doivent assurer ce travail, ce qui représente un fardeau supplémentaire en plus de tout déjà ce qu'ils doivent faire. Alors, quand on regarde le fardeau de la maladie, je vous dis, on a vraiment un premier aperçu. 59%, ce qui est énorme, déclarent avoir le sentiment de ne pas y arriver. Ce chiffre est important parce que moi, c'est ce que j'ai appelé un petit peu la résilience. Alors, peut-être que le terme n'est pas bien choisi, peut-être qu'il faudra en trouver un autre, mais on a quand même 59% qui nous disent avoir le sentiment de ne pas y arriver. Moi, ça me paraît énorme. Et donc, 41% qui ont le sentiment d'y arriver. Et on verra pourquoi tout à l'heure, c'est intéressant de regarder ce chiffre-là. 81% reconnaissent un sentiment de frustration après chaque consultation. Alors, évidemment, on n'a pas demandé pourquoi, parce qu'on ne pouvait pas rajouter des questions, mais se dire que 80% des patients, quand ils sortent de consultation, ont un sentiment de frustration, eh ben, on doit se poser des questions parce que sans doute, on n'a pas rempli, les professionnels de santé n'ont pas rempli l'objectif, malgré tout ce qu'ils peuvent faire. Enfin, il y a des questions à se poser. 90% confient penser à la maladie de leur enfant toute la journée. C'est vraiment, ça veut dire qu'à mon avis, ils ne peuvent plus faire autre chose. C'est vraiment une préoccupation en permanence. 73% avouent ne pas se sentir bien la veille du jour où ils doivent se rendre à l'hôpital. Moi, c'est aussi un chiffre qui m'a paru colossal, énorme, qu'on ne retrouve pas dans d'autres maladies, évidemment. 73% reconnaissent que les soins les fatiguent énormément. Donc, vous voyez, il y a vraiment un poids. On peut réellement parler. C'est pas la fardeau. Il faut faire attention. On ne parle pas du fardeau du malade. Évidemment que non. C'est le fardeau de la maladie, ce poids de la maladie, ce poids qui pèse sur les épaules des parents. Quand on regarde les chiffres, je vous avais dit, on avait utilisé aussi des questionnaires validés exprès. On avait évalué le reste à charge. Globalement, le reste à charge, qu'on expliquait bien comme étant l'argent qui était dépensé et qui n'était remboursé par personne. Le chiffre est sans doute évalué parce qu'on demandait à chacun des parents de se souvenir de ce qui avait été dépensé dans les 12 derniers mois. Donc évidemment, à mon avis, il est minoré,
mais il est quand même important. 3 600 € de charge annuelle moyen, ce qui est un chiffre énorme, hein, puisque dans d'autres pathologies plus fréquentes, on arrive à des chiffres qui sont 10 fois inférieurs. Le score Burden, qui était un score validé, qui a été publié il y a à peu près 8 ans, était à 64. Alors, je sais que 64 ne veut rien dire quand on le prend comme ça, mais on verra tout à l'heure en fonction des populations ce qu'il veut dire. Le score de bien-être était à 11. Alors, pour vous dire, le score bien-être, le maximum est à 36. On considère que il y a une notion de bien-être acceptable avec un score autour de 19-20. Là, on est bien en dessous. Et le score de stress qui a été évalué à l'aide d'une échelle visuelle analogique cotée de 0 à 10 est à 7. Et c'est là qu'on comprend qu'effectivement, les parents sont largement stressés au cours de la journée et on peut imaginer pourquoi. Je vous disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est de regarder, on avait forme légère ou modérée, vous voyez que le score Burden est légèrement inférieur à la moyenne de la population et le score bien-être est légèrement supérieur, le score stress est légèrement inférieur. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder par rapport à la forme sévère. Vous voyez que le reste à charge dans la forme sévère est à peu près de 20% supérieur à la forme légère. Le score Burden est largement supérieur, ce qui veut dire que le fardeau est bien plus important dans la forme sévère et le score bien-être inférieur, le score de stress supérieur. Donc, on voit quand même que ce qui est très important dans ces résultats-là, dans cette évaluation, on va dire, de sensibilité avec toutes les précautions et toutes les qu'on peut prendre, c'est de se dire que les patients et les répondeurs, parce qu'on a toujours un doute quand on a un questionnaire comme ça anonyme, les patients répondent vraiment de façon sérieuse, correcte, sincère, puisqu'on voit une différence de sensibilité entre les formes légères et modérées. Ce qui est apparu intéressant, tout à l'heure je vous parlais de résilience, 59% déclarent qu'ils n'y arrivent pas, qu'ils ont ce sentiment de ne pas y arriver, de sentiment d'épuisement. On a quand même 41% des parents qui ont le sentiment d'y arriver, peut-être dans des formes plus légères. Et ben, quand on regarde les parents qui ont le sentiment d'y arriver, regardez, le reste à charge moyen est de 1 800 €, le score Burden est à 49, le score bien-être à 17. Je vous avais dit que la norme était autour de 19-20, donc on arrive pratiquement à quelque chose d'habituel. Et le score de stress est à 5,5. Et les parents qui n'y arrivent pas, et je crois que c'est vers cela qu'il faut peut-être concentrer tous les efforts, 4 800 € de reste à charge, 75, un score de Burden de 75, vous voyez pratiquement un différentiel de presque 70 à 80%, un score de bien-être effondré à 8 et un score de stress qui explose aux alentours de 8,3. Et c'est quand même quelque chose de assez évident. Et je vous confirme par ces résultats-là également, tout le sérieux avec lequel les parents ont répondu au questionnaire. Et je remercie encore une fois l'association et surtout Angélique d'avoir fait le maximum pour obtenir un maximum de réponses. Voilà. Merci beaucoup, Charles. J'espère que je n'ai pas été trop long. C'est parfait, tu es pile poil dans ton timing. Il n'y avait pas trop le temps de faire toutes ces analyses. On a essayé d'aller au plus vite. Mais je crois que réellement, il y a un vrai souci de prise en charge. Et je crois que il n'y a pas que les institutions genre MDPH, etc., qui doivent se poser des questions. Je parle en mon nom personnel, mais aussi les professionnels. Quand je vois qu'on a pratiquement 50 ou 60% des gens qui se disent frustrés en sortant de consultation, c'est qu'il y a sans doute un problème de communication. Merci beaucoup, Charles, pour ces chiffres effectivement assez terrifiants et qui ont l'avantage de chiffrer très clairement ce fardeau, cet épuisement, ce poids qui pèse sur les aidants des personnes atteintes d'épidermolyse bulleuse. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent réagir, poser des questions en lien avec la présentation de Charles ? Moi, j'ai une question méthodologique pour Charles. Merci beaucoup pour cette étude qui est vraiment passionnante. Je voulais savoir si vous aviez envoyé ce questionnaire uniquement aux parents d'enfants mineurs ou si vous l'aviez également envoyé à des parents d'enfants majeurs. Parce que moi, qui suis centre de référence EBH adulte, je peux vous dire que la moitié, si ce n'est le 3/4 de mes patients, y compris les patients adultes, sont encore chez leurs parents et pris en charge par leurs parents. Donc, je voulais savoir s'il y avait des parents… Tout à fait. Emmanuel, tu as tout à fait raison et on voit ton esprit aiguisé quand tu poses cette question. Je ne l'ai pas donné parce que je t'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit à tous qu'on a fait très vite avec Angélique parce qu'on voulait absolument partager avec vous ces résultats. Le questionnaire a été arrêté le 13 novembre, donc tu vois, c'est il y a 5 jours. Hein. Pour te donner une information, l'enfant le plus âgé avait 27 ans. Très
bien, merci beaucoup. Donc, tu vois ce que je veux dire. Donc, effectivement, la moyenne d'âge, alors de mémoire, hein, la moyenne d'âge était autour de… La médiane était à 6 ans, avec des enfants évidemment de 1 an, mais on avait également des enfants, il y en avait 1 ou 2 qui avaient plus de 15 ans, et il y en avait de 27 ans en tout cas. Voilà. Donc, on ne s'est pas limité… Ce qui serait intéressant, c'est… Pardon. Oui. Ce qui serait intéressant, c'est de faire remplir le même questionnaire pour les adultes qui travaillent et pour estimer leur stress, leur burden, leur reste à charge. Puisque j'ai des patients qui travaillent et qui sont obligés de faire leurs soins le soir en rentrant du boulot. Et avec des infirmières qui passent parfois à 9h30, 10h du soir, ou qui sont obligés de faire leurs soins tout seuls le matin. Enfin voilà. Je pense que cette étude est passionnante et qu'il faut absolument l'ouvrir à d'autres catégories d'âge de patients. Emmanuel, je parle sous la responsabilité d'Angélique et j'espère qu'elle me donne l'autorisation de répondre complètement de façon transparente. Hein. Nous avons effectivement, avec l'association, dans une deuxième partie de l'étude, administré ce questionnaire au sujet adulte. Et nous avons également, alors on n'a fait aucune analyse encore, mais nous avons à peu près entre 30 et 40 patients adultes qui ont répondu à ce questionnaire. Mais qui étaient pas tout à fait le même parce que le questionnaire était, et tu peux t'imaginer qu'on ne peut pas poser les mêmes questions aux parents qu'aux adultes atteints. Nous avions adapté le questionnaire pour les adultes et nous l'avons également administré aux adultes et je pense que d'ici quelques semaines, on aura l'occasion d'en reparler et de présenter avec l'association les résultats adultes. Donc voilà, patience, ça va venir Emmanuel, moi aussi j'ai hâte. Merci beaucoup Charles pour cette présentation, pour ta collaboration et ta patience aussi, parce que c'est vrai qu'on y a passé de longues heures. C'est toi qui maniais l'outil et j'imagine bien que plus d'une fois, tu en aurais perdu tous tes cheveux. Ouais, et si je me permets aussi, juste un petit mot, mais ils se reconnaîtront, je remercie Vincent et… Patricia. Et Patricia, voilà, excuse-moi. Et Patricia de nous avoir aidés parce que, évidemment, on ne peut rien faire si on n'a pas les moyens de le faire.